Christian de ton affection. Merci Martine, merci Bernard du choix que tu as fait. Merci Éric Woerth, merci à Laurent Wauquiez d'assurer la direction de notre famille politique désormais. Merci à François Baroin d'être à mes côtés. Merci à Christian Jacob. Merci à Éric Ciotti et à Catherine Vautrin. Et merci à Brice, mon compagnon, mon ami, depuis si longtemps. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision lourde. C'est une décision qui vient du plus profond de moi. Une décision que j'ai mûrement réfléchie. J'ai réfléchi sur ce que nous vivons, sur ce que nous avions fait, sur ce que nous avions réussi, sur ce qui aurait pu être fait différemment. 4 années à parcourir la France. 4 années à voir le pouvoir en place, s'enfermer dans l'impuissance, cautionner un recul généralisé de l'autorité de l'État. Jamais, dans l'histoire de la République, la fonction présidentielle n'aura été à ce point affaiblie. Eh bien, je veux que cette fonction présidentielle soit à nouveau incarnée. Je veux que les Français se disent qu'un président de la République peut changer le cours des choses, pas simplement subir le cours des événements. Je veux que face à la menace terroriste, les Français aient la certitude d'être protégés au lieu de se demander pourquoi la réponse de ceux qui devraient nous gouverner est si faible. Je ne suis pas candidat pour exister. Je ne suis pas candidat pour durer. Je ne suis pas candidat pour incarner tel ou tel courant. Je suis candidat pour agir au service de la France et au service des Français. Dans cette campagne, tout, vous m'entendez, tout ce que je dirai, je le ferai. Je ne serai pas le candidat de l'eau tiède. Je ne serai pas le candidat des demi-solutions. Je ne serai jamais celui qui louvoie, le candidat des compromis bancals, des synthèses si subtiles qu'il n'en reste rien. Je ferai tout pour que cette primaire soit à l'opposé de celle des socialistes, qui fut remplie de petits arrangements tactiques et de grands mensonges. Je suis candidat pour dire la vérité sur la réalité du quotidien du peuple de France. Ce peuple de France qui n'en peut plus des discours officiels sur cela va mieux. Jamais, jamais je ne tolérerai le mépris avec lequel on traite les Français lorsqu'ils s'inquiètent pour leur sécurité, lorsqu'ils s'inquiètent pour la défense de nos valeurs, lorsqu'ils s'inquiètent pour le modèle qui est le nôtre. Jamais je n'accepterai qu'il puisse y avoir des débats interdits, ceux que l'on n'aurait pas le droit d'avoir, parce que ceux pour qui tout va bien préfèrent fermer les yeux sur la sécurité, sur l'assistanat, sur les charges, sur l'immigration, sur le communautarisme et sur l'identité de la France. Votre quotidien,
Votre quotidien, ils ne peuvent pas le comprendre. Il ne les intéresse pas. Ce ne sont pas eux, pas leurs familles, qui ont peur dans les transports en commun ou quand ils rentrent dans leur quartier. Ce ne sont pas eux qui croulent sous les charges et qui se demandent si à la fin du mois, l'entreprise ou le commerce va pouvoir continuer. Ce ne sont pas eux qui se demandent s'ils pourront transmettre demain à leurs enfants le mode de vie que leurs parents leur ont transmis. Ce ne sont pas eux qui gagnent 1 200 € par mois et qui, à la fin du mois, se demandent comment ils vont faire pour payer l'école, l'essence, le loyer. Ce réel-là, une grande partie de nos élites ne cherchent même plus à le connaître. Ce réel-là, c'est celui que nous n'avons pas le droit d'ignorer. Regardez à quelle vitesse la pensée unique peut frapper. Mon livre n'était pas encore en librairie que le Premier ministre, qui n'a donc pas pu le lire, me décrit comme le grand danger de la France et nous décrit, nous, peuple de France, comme des populistes. Vous l'avez compris, pour les socialistes, entendre le peuple, comprendre le peuple, parler au peuple, c'est être populiste. Hier, ils ont trahi les travailleurs en supprimant les heures supplémentaires. Aujourd'hui, ils trahissent le peuple parce qu'ils ne le comprennent plus. Nous sommes la France, ce pays dans lequel tant d'hommes et tant de femmes se sont battus pour garantir aux Français l'autorité de l'État. Qu'ont-ils fait de l'autorité de l'État? Qu'est-ce qu'il en reste de l'autorité de l'État quand des zadistes occupent des territoires sans que personne ne réagisse? Quand on laisse des casseurs saccager des rues et des commerces à la fin des manifestations, quand on accepte, sans même déposer plainte, qu'un collectif ose s'appeler urgence, la police assassine, quand on laisse des dizaines de quartiers où les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer, où les forces de secours sont caillassées, livrées à la loi des bandes, à la loi des caïds, à la loi des trafiquants. Où est passée l'autorité de l'État, chère Rachida, quand 100 000 peines ne sont pas exécutées chaque année? Où est passée l'autorité de l'État quand, par idéologie, on a déconstruit méthodiquement tout le travail et tout l'arsenal pénal, les places de prison, les peines planchées, au service d'un nouveau système dans lequel, pour tous les délits punissables jusqu'à 5 années de prison, on n'y va même plus. Le citoyen honnête doit craindre la loi, le trafiquant peut s'arranger avec la loi. Voilà la société qu'il nous laisse. Où est passée l'autorité de l'État, cher Laurent, quand ce sont les minorités qui gouvernent? Jamais on ne leur a autant cédé. Jamais les syndicats n'ont eu autant la capacité de faire et de défaire les lois. Jamais on ne s'est autant incliné devant la rue, devant ceux qui bloquent, devant ceux qui occupent. Jamais un gouvernement n'a paru aussi faible, désarmé, impuissant face au corporatisme. Jamais on n'avait vu, chère Martine, dans ton département, un haut gradé de la gendarmerie sortir de sa réserve pour parler de la situation que vous vivez dans les Bouches-du-Rhône. Laxisme le matin, laxisme à midi, laxisme le soir, laxisme la nuit, parce que c'est les plus fragiles qui sont exposés à la démission de ce gouvernement.
Eh bien, cher Éric, je veux être le président qui rétablira l'autorité de l'État sur chaque centimètre carré de la République française. C'est la première urgence, c'est la première exigence des Français. Dès l'été 2017, nous ferons voter un dispositif pour lutter implacablement contre la récidive. Après 3 crimes ou délits, la peine pour le 4e sera augmentée automatiquement de 25%. Au bout de 5, augmentée de 50%. Et pour les spécialistes de la récidive, augmentée de 100%. Les règles seront claires, la mise en œuvre immédiate, et je vous garantis que les récidivistes vont vite le comprendre et entendre le message. Je mettrai fin à l'inexécution généralisée des peines. Les Français n'en peuvent plus de ce 2 poids et 2 mesures. D'un côté, des délinquants relâchés, de l'autre, des citoyens sanctionnés à la moindre infraction. Je ne veux plus des remises automatiques des peines de prison. La sanction doit retrouver toute sa force. Nous reprendrons le contrôle de toutes les cités où règne la loi des bandes. L'autorité, mes chers amis, elle commencera à l'école. Car c'est à l'école que le problème commence. Lorsque l'on accepte que des élèves n'aient plus de respect pour leurs professeurs, lorsqu'on tolère à l'école la présence de ceux qui ne veulent rien y faire, lorsqu'on prétend pouvoir se passer des notes, des classements, des sanctions, des récompenses, lorsque l'on explique au peuple de France que le mérite doit être hors la loi, que le mérite est suspect. Nous en finirons avec les perturbateurs qui empêchent la majorité des élèves qui veulent travailler d'apprendre. Tous ceux qui entraveront le bon fonctionnement de leur établissement iront dans des internats à encadrement renforcé. Et si leurs parents refusent pour leurs enfants mineurs l'inscription dans ces internats à encadrement renforcé, ces parents verront leurs allocations familiales suspendues. Quant à tous ceux qui, à 18 ans, sont sans emploi, sans formation, sans qualification, à tous ceux qui ont décroché, nous allons leur donner un autre avenir que celui de la délinquance ou du RSA. Tous ceux qui, à 18 ans, ne pourront pas justifier d'un emploi ou d'une formation seront tenus d'effectuer un service militaire obligatoire. Ils y apprendront le respect de la discipline. Ils y apprendront les vertus de se lever tôt le matin. Ils y apprendront la vie en société. Cette autorité, elle nous conduira, cher Christian et cher Éric, vous qui êtes les élus de cette ville martyre, la ville de Nice, à être impitoyable. Je veux être entendu, impitoyable dans la guerre contre le terrorisme. La France est menacée. La France est une cible. La guerre, c'est la guerre. Il faut vaincre. Il faut écraser nos ennemis et les mettre hors d'état de nuire. La peur doit changer de camp. Je veux être le président
qui assurera la sécurité de la France et de chaque Français. Et je veux dire qu'aujourd'hui, notre détermination est imparfaite, empêtrés que nous sommes dans des hésitations, des non-choix, des précautions superfétatoires, des retards incompréhensibles et des débats surréalistes qui ne tiennent aucun compte de la réalité que vivent les Français. Je refuse que l'on continue à prendre des faux prétextes pour ne pas agir. L'état de droit ne peut pas être un état de faiblesse. Si la France est faible, elle sera de plus en plus une cible. La France est forte et c'est pour ça qu'elle est la France. Rien ne peut justifier que l'on ne mette pas dans des centres de rétention les personnes fichées S qui présentent un danger réel. Le principe de précaution doit s'appliquer à la sécurité des Français. Rien ne peut justifier, rien, que 18 mois après l'hypercacher et Charlie, pas un seul centre de déradicalisation n'ait été ouvert. Rien ne peut justifier que des terroristes étrangers ne soient pas expulsés manu militari du territoire de la République française. Et si le droit doit évoluer pour ce faire, adaptons le droit. Ce n'est pas aux Français de s'adapter au droit, c'est au droit de s'adapter à la menace que subissent les Français. Voilà la réalité. Oui, je l'assume. Notre identité est menacée. Cher Philippe Richet, l'identité est menacée quand on laisse les communautarismes prospérer sur le territoire de la République, quand on laisse des minorités nous imposer un mode de vie qui ne sera jamais le nôtre. Je veux être compris. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Je refuse que les femmes soient voilées à l'école, à l'université, dans les services publics, dans les entreprises. Je refuse le burkini sur les plages de France et dans les piscines de France. Je soutiens sans réserve les maires, de droite comme de gauche, qui, pour préserver l'ordre public, l'ont interdit. Prenons garde, mes chers amis, à ce qui s'est passé en Corse ne finisse pas par arriver sur le continent. La fermeté de la République est aujourd'hui testée par des provocations militantes et politiques. La République doit être ferme. Je demande une loi d'interdiction sur tout le territoire de la République. Nous ne pouvons pas laisser, cher Jean-Claude, les maires seuls face à cette provocation. Je refuse que l'on classe les Français selon leur religion. Je refuse que la liberté de la femme régresse. Nous sommes la France. Nous ne pouvons pas accepter que des femmes vivent sous un diktat vestimentaire. Je n'accepterai jamais des horaires dans les piscines pour les femmes et des horaires pour des hommes. Nous sommes la France. Je n'accepterai jamais qu'on récuse un médecin parce que c'est un homme à l'hôpital. Et je n'accepterai jamais qu'une de mes ministres accepte de rester sur un plateau de télévision
où un individu refuse de lui serrer la main parce que c'est une femme. Nous sommes la France. Pas d'accommodement raisonnable. Pas de compromis avec l'islam radical et politique. Ne nous trompons pas. Ce combat n'est pas un combat contre l'islam. Et je veux le dire avec la même force. Je ne confondrai jamais l'islam et le radicalisme. Et je n'oublierai jamais, spécialement dans cette région de France, le sacrifice admirable de ces harkis qui ont donné la vie pour la France et que la France a laissé tomber. Hélas, je n'oublierai jamais, parce qu'ils font partie de notre histoire, tous ces soldats de confession musulmane qui ont combattu pour la France lors des 2 grandes guerres mondiales, en particulier ici, sur cette terre de Provence, qu'ils ont continué à libérer. Mais je n'accepterai pas, au nom de ces femmes qui se sont battues pour leurs droits et leur dignité, qu'on tolère la moindre régression, le moindre compromis sur la condition de la femme. Ce serait une trahison à l'endroit des femmes de confession musulmane que d'accepter la tyrannie d'une minorité. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de la République. Il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. C'est cela la France, et c'est cela la République. Qui ne veut pas de cela n'a pas à devenir français et ne mérite pas d'être français. C'est d'ailleurs le sens de la laïcité. La laïcité interdit de juxtaposer les citoyens dans une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes. Qui a dit cela? Un démagogue identitaire et populiste qui pêcherait dans les eaux troubles de l'extrême droite? Non. C'est André Philippe, socialiste, résistant, qui fut l'un des 80 parlementaires courageux à refuser les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et qui rejoint le général de Gaulle à Londres en 1940. Honneur lui soit rendu. Eh bien, la République d'André Philippe, c'est la nôtre. Et c'est cette République qui est attaquée aujourd'hui par la gauche multiculturaliste et par les communautaristes. Voilà l'ennemi, voilà le combat que nous avons à mener. Je n'accepte pas le projet politique d'un islam radical qui déteste la liberté des femmes, qui déteste la liberté de la jeunesse, qui déteste les homosexuels, qui déteste les juifs, qui déteste les chrétiens, qui déteste les policiers, qui déteste les démocraties, qui déteste la France. Eh bien, la République est incompatible avec ces gens qui prêchent la haine et qui assassinent. Nous n'avons pas d'autre choix que de les combattre totalement, frontalement, définitivement. Voilà la stratégie que je propose pour la République française. Au fond, c'est bien cela la question qui me préoccupe et qui doit être au cœur de toute notre démarche. C'est la question de la France et de son avenir, de sa pérennité. A-t-on encore le droit en France de dire « la France doit rester la France ». La France, nous voulons la laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, telle que nous l'avons reçue. Je parle de la France comme d'un pays libre. On doit pouvoir dessiner des caricatures. On doit pouvoir rentrer de Bruxelles en train. On doit pouvoir boire un verre à la terrasse d'un café. On ne doit pas avoir peur parce que ses enfants vont assister à un concert de musique. Je parle de la France. On doit pouvoir être juif de France. Je parle de la France. On doit pouvoir être un prêtre de l'Église catholique sans tomber sous les coups d'un assassin barbare. Je parle de la France
On doit pouvoir être un chef d'entreprise sans risquer de se faire décapiter par un de ses employés. Je parle de la France, on doit pouvoir être un policier qui rentre chez lui, retrouver sa femme, elle aussi fonctionnaire de police, et son enfant. Je parle de la France, on doit pouvoir aller fêter le 14 juillet sur la promenade des Anglais sans avoir le cœur serré en pensant à la mémoire de toutes ces victimes lâchement assassinées. Au nom de ces victimes, leur mémoire nous oblige à mener ce combat implacablement. Je parle de la France comme d'une culture, je parle de la France comme d'une manière de vivre, comme d'un esprit, comme d'une addition de terroirs. Je parle de l'identité française qui s'est progressivement constituée au cours de 1500 années d'histoire. Je parle de notre langue, je parle de nos coutumes, je parle de nos principes, je parle de nos valeurs. Si on ne veut pas vivre comme vit un Français, alors on a le choix de ne pas devenir Français. Car nous voulons continuer à vivre comme on vit depuis des siècles sur cette terre de France. Nous ne demandons pas aux autres de changer leur mode de vie. On ne nous demande pas d'abandonner le nôtre. Je parle de la France comme d'un État souverain à qui on n'imposera pas de recevoir des migrants si elle n'en veut pas ou si elle ne le peut pas. Je parle de la France à qui on n'imposera pas des règles inadaptées si on les juge absurdes. Le général de Gaulle avait une formule, au fond, qui une nouvelle fois résumait tout, une certaine idée de la France. Eh bien, cette idée, elle est menacée de disparition. Je vous propose que nous ne l'acceptons pas, cette disparition. Oui, notre identité est menacée lorsqu'on accepte une politique migratoire qui n'a plus aucun sens. Regardons la réalité en face. Mesdames et messieurs les nouveaux bien-pensants, fermez vos oreilles car vous allez être choqués. Le peuple de France n'est pas xénophobe parce qu'il considère qu'il y a un problème avec l'immigration. Le peuple de France n'est pas raciste parce qu'il considère qu'il y a un problème avec l'islam radical. Le peuple de France n'est pas fasciste parce qu'il considère qu'il y a un grave problème d'insécurité. Le peuple de France n'est pas antisocial parce qu'il considère qu'il n'en peut plus avec la culture de l'assistanat. Le peuple de France n'est pas nationaliste parce qu'il considère qu'il y a un problème avec une Europe dont les frontières sont violées matin, midi et soir. Le peuple de France, mesdames et messieurs les bien-pensants, a les yeux ouverts. Vous avez les yeux fermés. Voilà la différence entre vous, les bien-pensants, et nous, France. Oui, j'affirme qu'il y a un problème d'immigration et que nous n'avons pas d'autre choix que d'en réduire fortement le nombre pour nous concentrer sur le véritable défi, celui de l'assimilation. À ceux que le mot assimilation effraie, je veux rappeler que c'est l'assimilation qui a été au cœur de la construction de la France et que c'est quand la France l'a abandonnée par faiblesse qu'on a assisté à la montée des communautarismes. Je ne veux plus que l'on fasse semblant d'ignorer les problèmes, que l'on fasse silence sur les vrais sujets. Je veux dire aux Français que les règles du regroupement familial ne fonctionnent plus, qu'elles doivent être modifiées, et tant qu'avec nos partenaires européens, nous n'aurons pas pris le temps de définir un nouveau Schengen, c'est-à-dire une nouvelle politique migratoire, alors la France va suspendre le regroupement familial parce que nous ne pouvons pas continuer à accueillir autant de monde.
Je veux qu'un étranger en France ne puisse bénéficier d'allocations non contributives avant une durée de 5 années, parce que je souhaite qu'on choisisse la France, parce qu'on a envie de la France, et non pas parce qu'on veut bénéficier des allocations sociales en France. Et nous allons supprimer l'aide médicale d'État, parce que nous ne pouvons pas demander des efforts aux Français en matière de dépenses publiques et laisser un tel système dériver au bénéfice de personnes qui n'ont jamais payé le moindre centime d'impôt sur le territoire de la République française. Et puis allez, au fond, j'en ai assez qu'on nous demande de nous excuser d'être Français. Je suis tellement fier d'être Français. J'aime tellement la France. J'en ai assez qu'on nous demande de nous taire, de ne pas représenter ces millions de Français, souvent les moins favorisés, qui n'en peuvent plus. Je ne veux pas que le peuple de France soit obligé de se tourner en désespoir de cause vers les plus extrémistes, Christian, vers les plus démagogues, vers les plus incompétents, vers les plus haineux. Dans mon discours, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de peur, il y a juste du bon sens et de la lucidité. Je ne veux plus, cher Bernard, cher Gilles, cher Renaud, je ne veux plus que l'on continue à humilier ces territoires ruraux qui se meurent dans l'indifférence générale alors qu'ils sont une part de notre identité. La ruralité a le droit de vivre et nous avons le devoir de la défendre, de les soutenir et de leur donner la chance d'une nouvelle renaissance. Oh, ils ne cassent pas, ils ne brûlent pas. Dans nos campagnes, on ne casse pas les abribus, on ne casse pas les services publics, mais on souffre. Nous devons entendre cette souffrance. La France ne sera pas plus heureuse demain si tous nous sommes obligés d'aller chercher dans nos villes ce que nous ne pourrons plus trouver dans nos campagnes. À quoi nous servirait-il d'avoir le territoire le plus vaste d'Europe si nous laissons ce territoire se remplir de déserts humains, culturels, économiques? Si je suis élu président de la République, je veux qu'à 1 euro investi pour la ville corresponde à 1 euro investi pour la ruralité, dans la santé, dans les transports et dans le numérique. L'égalité, c'est que quand on vit à la campagne, on se sent aussi traité et respecté comme un citoyen de France. Je défendrai la famille. La famille est le ciment de notre identité. Jamais la famille n'a été autant attaquée que depuis 2012. Quotient familial, allocations, emplois familiaux, tout a été remis en cause, taxé, ponctionné par ce gouvernement qui en a fait la cible privilégiée. Ah, mieux valait être un délinquant d'habitude que d'être un manifestant pour la famille. Dans la République de M. Hollande, on se retrouverait plus facilement en garde à vue parce qu'on voulait défendre la famille. Les familles ont été les premières victimes des 50 milliards de hausses d'impôts. Eh bien, dès l'été 2017, je veux que nous supprimions toutes les charges sur les emplois familiaux, parce que je sais qu'un couple qui a un enfant handicapé a besoin d'un emploi familial pour soulager cette grande charge. Parce que je sais que les familles qui ont le mérite de ne pas laisser tomber, cher Claude, une mère ou un père devenu dépendant ont besoin d'une auxiliaire de vie pour ne pas laisser les vieux dans des établissements comme si on tournait la page, comme si la vieillesse était devenue un défaut, comme si nous tous, nous ne deviendrons pas un jour des personnes âgées. Eh bien, je vous le dis, la civilisation se mesure à la façon
dont une société considère les personnes âgées. Je veux dire aux femmes qu'elles n'ont pas à arbitrer entre une carrière professionnelle et le choix d'avoir des enfants. Plus 1 centime de charge sur les emplois familiaux. Mes chers amis, je veux que nous soyons les représentants de la France du travail, au fond les porte-paroles de tous ceux qui font vivre leur famille à la sueur de leur front. Je veux que nous soyons l'espoir de tous ceux pour qui la dignité consiste à vivre du fruit de son travail. C'est la différence irréconciliable entre les socialistes et nous. Ils croient dans l'assistanat, nous croyons dans le travail. Je pense notamment aux artisans, aux commerçants, aux indépendants, aux petits chefs d'entreprise, désespérés à coups d'impôts et de taxes. Je pense aux 6 millions de chômeurs qui voient que depuis 2012, le chômage a reculé en Europe et qu'il a explosé en France. Elle est drôlement heureuse pour eux, les 6 millions de chômeurs français, l'identité française. Je pense à tous ces jeunes qui quittent la France parce qu'à leurs yeux, ils pourront réussir ailleurs ce qu'ils ne pourront pas réussir ici. Je pense aux fonctionnaires à qui la gauche avait promis monts et merveilles et qui leur a servi la paupérisation et le blocage des rémunérations. Je pense à tous ces retraités qui voudraient pouvoir transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants le fruit d'une vie de travail. Les droits de succession ont été augmentés dès 2012. Je pense à tous ces ouvriers qu'on a privés d'heures supplémentaires et qui voient que tant d'autres peuvent avoir le même revenu sans travailler. Quand on a travaillé toute la journée et qu'arrive le 27 du mois et qu'il n'y a plus un centime, qu'on est obligé d'aller voir son employeur pour demander une avance, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui est devenu la République française? Je pense aux agriculteurs que nous voyons il y a encore quelques instants, désespérés face à l'une des plus grandes crises que l'agriculture française ait jamais traversée. Je pense aux salariés de l'industrie nucléaire, sacrifiés sur l'autel des combinaisons politiciennes de François Hollande et de ses alliés. Mes chers amis, j'assume 3 priorités. La première sera celle de réduire les impôts parce qu'il ne servirait à rien de critiquer les hausses socialistes si on devait les cautionner en acceptant le statu quo fiscal une fois arrivé au pouvoir. L'impôt sur le revenu sera réduit dès le mois de juillet 2017 parce que je veux que les classes moyennes qui ont été matraquées par la gauche retrouvent confiance dans l'avenir. Je sais qu'on va parler pour la nouvelle bien-pensance, que je vais être critiqué, et pourtant, c'est tellement important à mes yeux, je veux la suppression de tout impôt sur les successions jusqu'à 400 000 € par enfant. On va tout de même pas s'excuser d'avoir eu des parents qui ont travaillé et qui veulent que leurs enfants commencent un peu plus haut qu'eux-mêmes ont commencé. On ne va pas s'excuser du mot héritage, qui montre qu'on appartient à une tradition, à une lignée, à une famille, qu'avant soi, des femmes et des hommes ont labouré la terre de France, l'ont ensemencée, l'ont fait grandir et l'ont développée. On ne va pas s'excuser parce qu'à la sueur de votre front, parti de tout en bas, vous êtes devenus propriétaires. La propriété n'est pas un gros mot sur le territoire de la République française.
Et je veux le rétablissement des heures défiscalisées parce que nous le devons à ces 9 millions de travailleurs qui ont été trahis par la gauche parce qu'ils ont perdu 500 € par mois. La deuxième priorité sera de réduire les charges pesant sur le travail. Elles seront intégralement supprimées au niveau du SMIC parce qu'il n'y a pas de mesure plus efficace pour réduire le chômage en France. 80% des chômeurs n'ont pas dépassé le bac. 40% n'ont aucun diplôme. Tant que nos charges seront aussi élevées, le chômage des travailleurs peu qualifiés continuera à augmenter. Ne pas voir cette réalité, n'en tirer aucune conséquence, c'est accepter que la France reste le pays du chômage de masse. Je ne l'accepterai jamais. La troisième priorité qui va faire parler, il faut baisser les dépenses publiques. S'il y a bien un sujet sur lequel on doit tout dire avant pour tout faire après, c'est celui des mesures d'économie. Et peu m'importe que ça ne soit pas populaire. Ce qui m'importe, c'est que la France devienne le pays du plein emploi. La vérité, c'est que les Français vont devoir travailler plus longtemps. L'âge de la retraite devra être porté à 63 ans en 2020, à 64 ans en 2025, parce que c'est la condition sine qua non pour que les retraites continuent d'être financées, d'être versées et que nos retraités ne soient pas menacés dans la précarité qu'ils connaissent. Le choix est simple, soit diminuer les retraites, soit allonger la durée de vie au travail. Je ne diminuerai pas les retraites parce que trop de retraités sont en situation de précarité. Nous devrons donc travailler plus longtemps. Les fonctionnaires dont nous avons tant besoin devront travailler plus longtemps parce que c'est la condition pour qu'ils soient moins nombreux et en même temps mieux payés. Le temps de travail dans la fonction publique passera donc à 37 heures payées 37. Quant aux règles de calcul des retraites, je veux le dire pour que personne ne soit surpris. Il ne sert à rien de mettre le mot égalité au frontispice de nos équipements publics. L'égalité, c'est que les retraites soient calculées dans les mêmes conditions dans le privé et dans le public. La différence est devenue injustifiable. Aucune société ne peut durablement exister en ne parlant que des droits et jamais des devoirs. Les droits, chacun les connaît, chacun les défend, chacun les revendique. Ici, à Château-Renard, je veux parler des devoirs. Je veux substituer au maquis des aides existantes une aide sociale unique qui aura comme contrepartie incontournable l'exercice d'une activité ou le suivi d'une formation. Je veux être compris. Pas d'activité, pas de formation, cela voudra dire pas d'allocation. J'ajoute que jamais cette allocation unique ne pourra dépasser 75% du SMIC parce que la France n'acceptera jamais que le travail soit moins bien rémunéré que l'assistance. Quant aux allocations chômage, j'assume le choix difficile de la dégressivité. Jamais je n'accepterai que l'on désigne les chômeurs comme des profiteurs, parce que le chômage est un drame. Et parce que chacun d'entre nous, un jour, peut mettre un genou à terre, peut être malade, peut perdre son énergie, peut avoir des difficultés. Mais en même temps, beaucoup de ceux qui sont au chômage
le sont pour des raisons indépendantes de leur volonté. Et à l'inverse, il nous faut être lucides. Il y a des fraudes, beaucoup d'abus, trop de fraudes. J'assume donc ce choix. Le droit à l'indemnisation ne doit jamais être plus fort que le devoir de travailler. Le devoir de travailler s'impose sur le droit à l'indemnisation. Le pays croule sous les normes